Bonjour et bienvenue sur la page YouTube Nutrilogix et plus spécifiquement sur la chaîne Science Saturnis. Vous y retrouverez chaque mois une intervention de Christian Boyer qui nous partagera ses connaissances sur le système digestif. N'oubliez pas, comme le savoir se partage, likez, commentez et partagez. Alors bonjour Christian. Bonjour Cédric. Alors aujourd'hui tu vas nous parler de la gomme de Goire. Alors qu'est-ce que c'est, quelles sont ses propriétés et comment est-ce qu'elle peut aider à une meilleure santé digestive? Je te laisse la parole. Allez, bon, on va commencer. Alors tu vois, j'ai tout de suite corrigé un truc. Tu as dit la gomme de Goire, on va parler surtout de la Mhm, gomme de Goire hydrolysée. Et justement, je vais dire un petit peu la différence entre la gomme de mhm. Goire et la gomme de Goire hydrolysée. Et donc on va commencer par justement voir qu'est-ce que c'est que cette gomme de Goire hydrolysée. Donc pour ceux qui ont fait de la biochimie, quand on regarde un petit peu à gauche la structure chimique de la gomme de Goire hydrolysée, on comprend tout de suite que c'est une fibre, hein, donc c'est un polysaccharide. Il s'agit d'une fibre soluble d'ailleurs, et cette gomme de Goire hydrolysée, on a bien le mot hydrolysée, en fait, elle a subi une hydrolyse partielle. Il faut savoir qu'on la trouve aussi, alors sous un autre nom, ça c'est le nom anglais, hein, PHGG. Donc dans la présentation, quand je parlerai de PHGG, ça sera la gomme de Goire hydrolysée, d'accord? Et donc cette gomme de Goire, elle est fabriquée, on va dire de manière assez simple. On va donc extraire cette gomme de Goire de la plante de Goire. En fait, c'est des haricots Goire, et donc elle va subir une hydrolyse enzymatique qui va être contrôlée par des enzymes microbiennes. On les appelle les bêta-endo-mannanases. Et donc du coup, après cette hydrolyse, donc on a obtention, voilà, d'une poudre qu'on va purifier, sécher, et à la fin, on aura donc notre gomme de Goire hydrolysée dans un petit pot. Et donc si on fait une petite présentation générale, tout d'abord, c'est une fibre qui est, voilà, intéressante à plusieurs niveaux. Donc elle n'a pas de goût, pas d'odeur, elle ne modifie pas la couleur et la viscosité de la solution. Donc on peut la mélanger dans l'eau sans que ça épaississe. On peut la mélanger dans, voilà, dans plusieurs types de liquides, hein. Elle a une très bonne dissolution. Ça peut être mélangé dans une soupe aussi, chaude, hein. Ça se mélange aussi bien dans le froid que dans le chaud. Ce qui est très intéressant et que j'ai mis là en rouge, hein, c'est que c'est une fibre faible en FODMAPs. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les FODMAPs, ce sont des sucres fermentescibles, donc qu'on retrouve dans l'alimentation, dans les légumes, les fruits, certaines céréales notamment, et qui peuvent poser problème à des personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable. Donc il y a une diète qui est très bien connue, qui s'appelle la diète Low FODMAP, qui a été mise en avant un peu inventée par la Monash University. Et donc du coup, voilà, ça c'est une fibre qui a été certifiée par la Monage comme étant faible en FODMAP. Donc on comprendra du coup qu'elle pourrait être bien tolérée pour les gens qui ont le syndrome d'intestin irritable. C'est une fibre sans gluten, sans lactose, sans sucre, avec un index glycémique très faible. Donc pas de souci pour les diabétiques. Bien au contraire, on verra qu'elle a des effets bénéfiques sur la glycémie. Donc c'est reconnu comme une fibre diététique. On a beaucoup d'études cliniques chez l'homme, des études chez l'animal, voilà, qui montrent un intérêt dans tout un tas de pathologies, notamment les troubles digestifs, diabète de type 2, etc. Alors j'ai déjà, pardon, avant de passer à la prochaine dia, j'ai déjà une première Ouais. question. C'est que lorsque tu dis faible en FODMAP, quelqu'un qui ferait un régime sans FODMAP, du coup, c'est quoi? C'est on peut quand même y aller parce que c'est, comme tu le dis, faible, ou bien on l'évite, quoi qu'il en soit. Non, non, justement, c'est une fibre qui peut être, qui est, peut être introduite dans le cadre d'un régime faible en FODMAP. Il n'y a pas de Mhm, souci avec ça. On peut aller sur des doses allant de 5 à 10 grammes, par exemple, de gomme de Goire ok. hydrolysée. Voilà, il n'y a pas de souci. Elle a vraiment été certifiée très faible en FODMAP, et Mhm, elle a une très bonne tolérance. Alors, bien sûr, c'est individuel, hein, il y a des gens qui ne vont quand même pas la tolérer, mais en tout cas, on a relativement une très bonne tolérance de cette fibre-là, et elle peut être introduite dans un régime faible en FODMAP sans souci. Et on verra mhm, pourquoi d'ailleurs. Elle présente un intérêt, puisque quand tu réduis les FODMAP dans l'alimentation, tu supprimes du coup aussi des éléments, des fibres fermentescibles qui vont nourrir le microbiote, et donc du coup pouvoir remplacer par une autre fibre qui pourrait avoir cet effet-là justement bénéfique sur le microbiote sans provoquer des désagréments intestinaux, c'est très intéressant du coup. mhm. Alors, c'est juste pour faire la petite différence, en fait, vraiment comprendre la différence entre la gomme de Goire et la gomme de Goire hydrolysée. Donc, les 2 sont, enfin, la première est extraite des graines de la plante de Goire, hein, telle quelle. La deuxième va dériver de la gomme de Goire, puisqu'elle va être obtenue après hydrolyse, comme j'ai dit, bactérienne.
La gomme de guar, elle a une très forte viscosité, dissolution difficile, hein. C'est très difficile à dissoudre dans l'eau, ça forme une sorte de pâte, hein. C'est pour ça que son utilisation principale, c'est comme épaississant alimentaire. La gomme de guar hydrolysée a une faible viscosité, du coup, bonne dissolution dans l'eau, et son utilisation, c'est pas vraiment pour la cuisine, c'est plus pour, voilà, en tant que fibre diététique, bien qu'on peut Mhm. l'incorporer, dans une soupe, comme j'ai dit, par exemple. Alors à forte dose, la gomme de guar, ça peut être un peu problématique, hein, ça peut provoquer, voilà, des obstructions, œsophage, intestin, hein, comme elle a une viscosité qui est très, très importante. Il y a une moins bonne tolérance digestive, hein, effectivement, à forte dose, alors que la gomme de guar hydrolysée, elle est très bien tolérée, même à forte dose. Il y a des études qui ont évalué des supplémentations jusqu'à 20 grammes par jour et on avait une très bonne tolérance digestive d'une manière Mhm. générale. Et l'avantage de ces gommes de guar hydrolysées, c'est elle a vraiment un effet prébiotique plus important, c'est-à-dire qu'elle va augmenter, les bonnes bactéries, lactobacilles par exemple, bifidobactéries, et donc elle a un effet prébiotique bien plus important que la gomme de guar standard, et elle a une efficacité sur la réduction des symptômes liés au syndrome d'intestin irritable, et également une réduction de la constipation qui est bien plus intéressante que la gomme de guar. Alors, on va faire un petit peu, on va dire un 360 autour de cette, 360° autour de cette, gomme de guar hydrolysée, et on va voir qu'elle a des intérêts à différents niveaux, dans tout ce qui est, métabolisme, protection cardiovasculaire, syndrome de l'intestin irritable, SIBO même, les MIC-I, donc les maladies chroniques inflammatoires intestinales. On verra plus en détail les effets qu'elle a sur le microbiote et l'axe intestin-cerveau. On parlera également un petit mot sur l'intolérance à l'histamine, puisqu'elle peut être intéressante dans ce cadre-là, et puis d'autres exemples, hein, voilà, sur, d'autres, paramètres, d'autres pathologies qu'on verra. Alors, on va commencer par tout ce qui est, effet métabolique et sur le diabète de type et tout ce qui est diabète de type 2 notamment, et son effet, intéressant dans ce cadre-là. Donc il y a, des, publications qui ont montré vraiment un intérêt de la PHGG, hein, dans le contrôle de l'appétit, dans la gestion du poids. Et on a vu des effets, à partir de 2 à 5 grammes par jour, hein, ce qui sont des faibles dosages. Donc, à ces faibles dosages-là, on avait des effets positifs, notamment sur la satiété, la gestion du poids. Donc dans les mécanismes qui ont été mis en avant, c'est que cette gomme de guar hydrolysée semblerait en fait induire les hormones de la satiété. Elle stimule notamment la libération de la CCK, qui est la cholécystokinine, une hormone qui réduit l'appétit. Elle a aussi un rôle dans la production d'acides gras courte chaîne, et on sait que ces acides gras courte chaîne ont vraiment un effet, sur tout ce qui est fonction métabolique, fonction immuno-inflammatoire. Donc c'est via ces mécanismes-là notamment qu'elle agirait de manière positive, sur notre métabolisme. Des études, chez l'animal, qui se sont intéressées à voir, s'il y avait un effet sur l'absorption intestinale du glucose et sur la glycémie après le repas, hein, postprandial. Et donc effectivement, la gomme de guar hydrolysée, du fait en fait de l'augmentation de la viscosité du contenu intestinal, va ralentir l'absorption du glucose et donc va lisser un peu les pics de glycémie qu'on pourrait avoir après le repas. Donc, elle permet de limiter cette augmentation de la glycémie postprandiale et donc de l'insulinémie, par conséquent. On a des études cliniques, hein, chez l'homme, notamment sur le diabète de type 2, et donc, une étude ici qui, s'était intéressée à regarder les effets de la gomme de guar hydrolysée sur le syndrome métabolique et certains facteurs de risque cardiovasculaire chez des patients atteints de diabète de type 2. Donc à un dosage de 10 grammes par jour, qui reste un dosage, plutôt standard. On a montré que l'ajout de la gomme de guar hydrolysée à l'alimentation de ces patients qui étaient atteints de diabète de type 2 et de syndrome métabolique avait amélioré leur profil métabolique et cardiovasculaire, réduction du tour de taille, réduction de l'hémoglobine glyquée. Donc l'hémoglobine glyquée, hein, heu, c'est un marqueur un peu de l'équilibre glycémique des mois précédents, et donc du coup, lorsqu'elle est trop élevée, ça veut dire qu'il y a eu une mauvaise gestion de la glycémie, une hyperglycémie, plutôt chronique dans les mois précédents, et donc quand on réduit cette hémoglobine glyquée, donc c'est intéressant, c'est un marqueur qu'on suit d'ailleurs chez les diabétiques, et donc lorsqu'on met en place des traitements, notamment la réduction de pourcentage d'hémoglobine glyquée est un marqueur intéressant à suivre. On a aussi montré que, cette gomme de guar hydrolysée pouvait améliorer, les fonctions rénales chez ces patients diabétiques. Puisqu'il faut savoir que parmi les complications du diabète, notamment mal gérées, c'est des atteintes, rénales, et donc, des diminutions de la fonction rénale, et donc du coup, cette gomme de guar hydrolysée, potentiellement en améliorant la glycémie, avait eu un effet positif sur l'amélioration de la fonction rénale.
on a des études qui montrent aussi un Si, intérêt. si Oui. tu permets, hop, je reste toujours sur la première dia, voilà, diabète de type 2. Pour un patient qui prendrait de la metformine, est-ce que on conseille de ne pas en prendre ou on peut le prendre en concomitance? Alors il y a absolument aucune contre-indication. La Mhm. gomme de guar hydrolysée ne va pas avoir va avoir un effet différent, va pas avoir un effet, Oui. on va dire, non plus, metformin-like. C'est-à-dire que alors après, de toute façon, quand un patient est sous médicament, bien évidemment que s'il améliore ne serait-ce que son alimentation, c'est-à-dire qu'il fait Mhm. attention à réduire le sucre, qu'il fait plus de sport et cetera, il pourra de manière naturelle, on va dire, diminuer sa glycémie. Et donc du coup, bien évidemment que le médecin peut être amené à diminuer le dosage de metformine, voire Voilà. même à l'arrêter, hein. Ça peut arriver, hein, des patients qui font énormément d'efforts sur leur nutrition, sur leur hygiène de vie et qui, arrivent justement, voilà, Mhm. à revenir à des glycémies qui sont, normales. Donc Oui, ça va être une aide, hein, il n'y a pas de contre-indication. C'est une aide, c'est une fibre diététique, donc qui peuvent Mhm. être ajoutées en plus du traitement sans souci. Merci. Donc, on a aussi des effets, a priori protecteurs cardiovasculaires de cette, gomme de guar hydrolysée. Et là, c'est une étude qui avait été faite chez l'animal, donc chez le hamster, hein, qui avait été, soumis donc à une, high fat diet, donc une diète très, très riche en graisse, hein, et puis un stress oxydant également. Un stress oxydant artériel qu'on a induit par, injection de, je pense même qu'ils ont dû poser peut-être des patchs, je crois, avec du chlorure de fer au niveau artériel. En tout cas, ils ont induit un stress oxydatif avec, du chlorure de fer. Et donc, ils ont montré que, l'ajout, dans le régime de ces animaux-là, de gomme de guar hydrolysée avait induit une protection cardiovasculaire, donc en réduisant les lipides sanguins et en réduisant le stress oxydatif. A priori, ça aurait amélioré la réponse antioxydante de l'organisme et donc, via ce biais-là, ça aurait réduit le stress oxydant qui a été induit là, ici, expérimentalement. Donc voilà aussi un effet intéressant. Pour les gens aussi que diabète de type 2, comme ils sont à plus à risque, de maladies cardiovasculaires, voilà, la PHGG semble induire une protection intéressante sur ces problématiques-là. Donc on va passer maintenant à ce qui est, plutôt la partie intestinale. Donc, on va parler du syndrome de l'intestin irritable, de tout ce qui est problème de constipation, du SIBO également, qui est la population bactérienne de l'intestin grêle, qui est souvent source de syndrome d'intestin irritable. Et donc on a, des études cliniques chez l'homme. Là, dans le cadre du syndrome de l'intestin irritable, on n'a pas regardé derrière ce qu'avaient comme problématique exacte les gens. On a pris tous les gens qui avaient le syndrome de l'intestin irritable. Bien évidemment qu'il y a différentes causes derrière. Mais Mhm. en tout cas, là, ici, on a notamment 2 articles qui abordent, l'effet positif de la PHGG chez l'adulte et chez l'enfant, dans le cadre du SII. Et donc à des dosages pareils, assez faibles, de 5 à 6 grammes par jour. On a montré des effets bénéfiques, notamment, sur la réduction des symptômes, donc réduction de l'intensité de la douleur. Ça, on a montré ça chez les enfants, mais c'est valable aussi chez l'adulte. Et chez les adultes atteints de syndrome d'intestin irritable, l'autre étude avait montré une diminution significative des ballonnements et des gaz, sans effet secondaire significatif. Donc lorsqu'on regarde des revues de la littérature, hein, qui ont fait un peu hem qui ont regardé un petit peu toutes les études qui ont été publiées, heu, ce qu'on voit, comme intérêt de la gomme de guar hydrolysée, c'est dans la réduction donc des douleurs, dans la réduction des symptômes. Et ce qui est intéressant, c'est que ça réduit les symptômes et chez les patients qui ont des diarrhées et chez les patients qui ont de la constipation. Donc c'est vrai il y a on parle beaucoup de la gomme de guar hydrolysée pour son effet sur la constipation, mais elle peut aussi être utilisée dans le cadre de personnes qui ont des diarrhées. Ça aiderait à mieux former, à mieux mouler les selles, donc ça peut autant réduire les diarrhées et autant être indiqué en cas de constipation. Donc vraiment une fibre qui est intéressante dans les 2 cas. Et les études ont montré une amélioration de la qualité de vie, chez les patients atteints de syndrome de l'intestin irritable, qui prenaient de la gomme de guar hydrolysée, et un effet général positif sur le microbiote, augmentation de la production de butyrate, donc cet acide gras à courte chaîne, donc avec des propriétés anti-inflammatoires notamment, et une augmentation de bonnes bactéries telles que les lactobacilles et les bifidobactéries. Alors dans le cadre du SIBO, il y a aussi des études, et donc là ils ont étudié l'effet additionnel en fait avec, l'utilisation d'antibiotiques qui est alors très connu aux États-Unis, en tout cas très utilisé du fait de son efficacité et de faibles effets secondaires.
Donc, il s'agit de la rifaximine. Et donc, dans les études, ils ont regardé si la combinaison de gomme de goire hydrolysée à la rifaximine aidait dans l'éradication du SIBO. Donc, ils ont mis en plus du traitement antibiotique 5 grammes de gomme de goire hydrolysée par jour à ces patients-là. Et ils ont montré qu'il y avait une augmentation de l'éradication de la population bactérienne. Rifaximin seul, on était à 85% de l'éradication et on montait à plus de 91% chez les patients qui avaient combiné la rifaximine avec la gomme de goire hydrolysée. Donc, effet intéressant. Dans le cadre de l'IMO, donc là, c'est alors le SIBO, c'est une pullulation de bactéries, d'accord, dans l'intestin grêle, et l'IMO, c'est une pullulation d'archéméthanogènes, d'accord, qui peut se faire aussi bien dans le côlon que dans l'intestin grêle. Et on sait, hein, les études qui ont relié cette pullulation d'archéméthanogènes à de la constipation, puisque le méthane en excès a tendance à ralentir le transit et à constiper. Donc les gens qui ont un IMO, on se plaignent souvent de constipation, qui peut être d'ailleurs très importante. Donc il y a des études qui montrent un effet intéressant de cette gomme de goire hydrolysée pour les personnes qui ont un IMO, hein, qui sont producteurs de méthane. Et donc, lorsqu'on administre sur 4 mois 5 grammes par jour de gomme de goire hydrolysée, on remarque vraiment donc non seulement une réduction du méthane chez ces patients-là, donc du coup de cette pullulation de méthanogène, mais également une amélioration des symptômes digestifs. Donc les améliorations commencent à apparaître au bout d'un mois, d'accord, et ils sont maximales après 4 mois de supplémentation. Concernant les Mickey, on a également des études, hein, qui montrent un intérêt sur, donc là, c'est une étude chez l'animal qui a montré un intérêt sur tout ce qui est problématique d'inflammation intestinale. Et donc, dans l'étude, l'administration donc de gomme de goire hydrolysée à ces souris chez lesquelles on avait induit une inflammation montrait donc une réduction des dommages au niveau de la muqueuse colique, une diminution de l'infiltration des neutrophiles et de l'expression d'un marqueur inflammatoire qui est le TNF-alpha. Donc souvent quand on cherche à regarder, quand on cherche à suivre en fait, l'inflammation intestinale, notamment la gravité de l'inflammation, on regarde notamment ces paramètres-là, l'infiltration des Mhm. neutrophiles, on sait que c'est lié à la présence d'une inflammation et plus il y a d'infiltration des neutrophiles, plus on considère que l'inflammation est importante. Et donc cette, gomme de goji hydrolysée a vraiment eu un effet de diminution de l'inflammation intestinale et voilà, c'est possible en tout cas que ça passe via la modulation du microbiote, en augmentant les bonnes bactéries et en augmentant également la production de butyrate, qui est cet, acide gras à courte chaîne anti-inflammatoire dont les effets sont, très intéressants, hein. Dans le cadre des Mickey, hein, on a plusieurs publications qui montrent l'intérêt d'une supplémentation en butyrate pour réduire l'inflammation. Donc maintenant, est-ce qu'on s'intéresse un peu plus, sur les effets sur le microbiote? Différentes études qui sont intéressées à regarder ce qui se passait et pareil, hein, sur des doses de 5 à 6 grammes, hein, qui sont des doses, assez, modérées. On voit déjà au bout de 2 semaines, hein, des changements dans le microbiote. On a une augmentation des espèces productrices de butyrate, comme notamment Bacterium allii, Rosburgia et puis aussi également d'autres espèces, et on a montré aussi un effet bifidogène, c'est-à-dire une augmentation des bifidobactéries. Et ça arrive, voilà, assez rapidement. Au bout de 2 semaines, on détecte déjà des effets. Alors, on a d'autres études qui ont utilisé ici, bon, des doses, plus élevées, hein. On est monté jusqu'à, 21 grammes par jour. Il n'y a pas nécessairement de besoin d'aller dans des dosages aussi élevés, hein. Bon, les dosages courants, c'est 5 à 10 grammes, mais en tout cas, voilà, il y a des études qui ont été faites également, sur des doses plus importantes. Et donc ces études-là avaient montré, une augmentation des bifidobactéries, encore une fois, mais également des lactobacilles. Et on a montré, c'était intéressant parce que, le fait que ces bactéries-là augmentaient, on sait que ce sont des bactéries, notamment les lactobacilles et les bifidos, qui peuvent produire de l'acide lactique, hein, qui permettent de réduire le pH fécal. Et donc cet acide lactique-là a un effet, antimicrobien. En réduisant le pH fécal, il empêche le développement de certaines bactéries pathogènes. Et donc, la réduction de ce pH fécal, dans l'étude, a aussi été associée à une diminution de l'ammoniac et de produits de putréfaction dans les selles. Donc ça, c'est intéressant, hein, de réduire les produits de putréfaction. Hem, alors, ce qu'ils ont montré, ensuite, ils ont fait des études in vitro, c'est intéressant, parce qu'ils ont essayé de voir, voilà, un peu comment ça 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 se passait, cette modification du microbiote via la gomme de goire hydrolysée. Alors, en in vitro, ils ont montré que,
si on mettait la gomme de guar hydrolysée en contact avec des bifidos et des bifidobactéries, des lactobacilles, on ne voyait pas de croissance de ces bactéries-là. Mhm. Donc, ce qui a suggéré en fait que les effets qu'on observe in vivo, c'est-à-dire chez l'animal ou chez l'homme, en fait, sont pas forcément dus directement par l'utilisation des bifidobactéries ou des lactobacilles de la gomme de guar hydrolysée, mais potentiellement, elles sont utilisées par d'autres bactéries, Mhm. d'accord, qui pourraient produire en fait des sous-produits, des molécules qui pourraient derrière favoriser la croissance des bifidobactéries et lactobacilles. Il n'y a peut-être pas un effet direct, mais indirect. Mais en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est toutes les études l'ont montré, que ce soit chez l'homme ou chez l'animal, ça augmente les bifidobactéries, ça augmente les lactobacilles et aussi les bactéries productrices de butyrate. Donc, on a aussi des effets intéressants sur l'axe intestin-cerveau. Bien évidemment, vu que ça modifie le microbiote, ça change certains métabolites, comme le butyrate. On sait que le butyrate a aussi également un effet sur le cerveau. Donc, ça paraît voilà, évident d'avoir des études qui montrent un effet intéressant sur l'axe intestin-cerveau, et notamment des études, alors il y a des études qui ont été faites chez l'homme, mais également là, c'est une étude chez l'animal, qui a montré un effet positif sur la réduction des symptômes de dépression chez les animaux. Et donc les effets, semblent être liés, à la modulation du microbiote intestinal par une modification des acides gras à chaîne courte, la production d'acides gras à chaîne courte, et également on a remarqué du coup une modification des neurotransmetteurs chez les animaux comme la sérotonine et la dopamine, ce qui a permis du coup cette diminution des symptômes de dépression. Donc les études aussi chez l'homme, là c'est une étude intéressante avec, voilà toujours des doses, voilà, de 5 grammes par jour. On se rend compte finalement ces doses qui sont très souvent utilisées. Et donc cette étude, chez l'homme s'est intéressée à voir, un petit peu quel effet pouvait avoir la gomme de guar hydrolysée sur les fonctions cognitives et la qualité de sommeil. Donc là, c'était chez des personnes âgées. On sait bien évidemment que chez les personnes âgées, il y a souvent des problématiques, voilà, de plaintes de sommeil, des plaintes, de mauvaise voilà, de sommeil de moins bonne qualité, des plaintes aussi au niveau cognitif, hein, perte de mémoire, heu et puis aussi, les personnes âgées, on a plus souvent en présence aussi de problématiques de constipation. Donc là, on comprend du coup l'intérêt de cette fibre pour agir sur la constipation et pour agir également sur tout ce qui est capacité cognitive et qualité du sommeil. Et donc là, on a eu des études qui ont mis en évidence vraiment un effet positif sur les fonctions cognitives et la qualité du sommeil. On avait notamment une diminution de la somnolence au réveil chez les personnes âgées. Donc potentiellement, elles se lèvent en meilleure forme, c'est qu'elles ont eu un sommeil plus réparateur, de meilleure qualité. Donc ça peut être quelque chose, voilà, d'intéressant à considérer, hein, dans ces problématiques-là. On a même une étude, voilà, sur l'autisme, hein, une étude, qui a été faite chez des enfants qui ont été diagnostiqués avec, des troubles du spectre autistique. D'ailleurs, pour info, on sait que la constipation est très fréquente, hein, chez les enfants autistes, hein. On retrouve, il y a chez, voilà, presque un tiers des enfants autistes se plaignent de souffrir de constipation, et on sait aussi, hein, qu'on retrouve également une dysbiose, hein, une perturbation de l'équilibre intestinal, du microbiote chez les enfants autistes. Ça a été clairement mis en avant. Et on sait aussi potentiellement que cette dysbiose intestinale, retrouvée chez les enfants autistes, pourrait contribuer à de l'inflammation, à une micro-inflammation systémique qui elle-même derrière peut provoquer une neuro-inflammation. Et donc cette neuro-inflammation, elle a aussi un lien avec l'autisme, avec l'aggravation des symptômes du moins. Et donc dans cette étude, ce qui a été intéressant, c'est de voir que, l'administration donc de gomme de guar hydrolysée chez ces enfants autistes avait donc amélioré la constipation, c'est déjà une bonne chose, mais du coup, on avait pas réellement une réduction donc de certaines problématiques comportementales comme l'irritabilité chez les enfants, ils étaient moins irritables. Hem Et ce qu'on avait montré, c'était aussi une réduction, des niveaux de cytokines inflammatoires dans le sérum. Mhm. Donc dans le sérum, dans le sang des enfants autistes. Donc ça suggérait du coup une diminution de l'inflammation systémique, et donc on peut voir le lien entre, ben, potentiellement la gomme de guar hydrolysée qui a amélioré le microbiote chez ces enfants-là. Heu, Comme ça a amélioré la dysbiose, il y a eu moins de micro-inflammation derrière, moins de micro-inflammation au niveau systémique, mais moins de micro-inflammation également au niveau, neuro, et donc amélioration de certains symptômes. Alors on va donner un petit mot aussi sur l'intolérance à l'histamine. Donc l'intolérance à l'histamine, c'est une problématique qu'on rencontre, et pas mal chez les gens qui souffrent de syndrome de l'intestin irritable. Ça peut être à l'origine de, certaines plaintes, hein, notamment digestives,
Donc l'intolérance à l'histamine, donc ça n'a rien à voir avec l'allergie, hein. Quand on est intolérant à l'histamine, c'est qu'on a une problématique à dégrader l'histamine. Et donc ça peut notamment être dû, donc il y a plusieurs raisons, mais ça peut être dû à une diminution de l'activité de la DAO. Donc c'est ce qu'on a l'intolérance à l'histamine dite primaire, par exemple génétique. On a des mutations, des polymorphismes sur la DAO, la diaminoxydase qui dégrade l'histamine, et donc du coup on devient intolérant à l'histamine parce qu'on a une faible capacité de dégradation. Après, elle peut essayer d'être secondaire, par exemple secondaire à une dysbiose intestinale. On a parlé tout à l'heure de la flore de putréfaction. Savoir lorsqu'on a une flore en excès, une flore de putréfaction qui produit beaucoup d'amines biogènes, ça va aller surcharger la DAO et on peut développer une intolérance à l'histamine parce que notre DAO est surchargée. Elle va en priorité dégrader les amines biogènes et l'histamine qu'en second. Donc, du coup, on peut commencer à développer des problématiques. Mhm. En tout cas, on a des études chez l'animal qui ont montré un effet positif de cette gomme de guaire hydrolysée dans le cadre des problématiques liées à l'histamine. Et en fait, cette étude-là a regardé un peu ce qui se passait au niveau de la fonction intestinale et de la microflore intestinale chez les rats lorsqu'on a administré de la gomme de guaire hydrolysée. Et donc, en fait, on a provoqué une sorte d'atrophie des villosités, donc de la muqueuse intestinale, notamment chez ces animaux-là, en leur donnant des diètes liquides particulières. Et donc, on a supplémenté en gomme de guaire hydrolysée pour voir si ça pouvait avoir un effet positif. Et donc, lorsqu'on administre des régimes liquides sans fibres chez ces animaux-là, ça finit par conduire à une atrophie des villosités au niveau de l'iléon terminal. D'accord? Mhm. Et on voit en parallèle une réduction de l'activité de la DAO, la diaminoxydase, au niveau de la muqueuse intestinale, et également une diminution du nombre de bactéries bénéfiques. Bien évidemment, il n'y a plus de fibres, donc du coup, on n'aurait plus la bonne flore. Donc l'absence de fibres peut conduire, on le voit ici chez l'animal, mais c'est pareil chez l'homme, à la modification du microbiote et plutôt avec une diminution des bonnes bactéries et une augmentation de certaines bactéries voilà, moins bonnes, des pathobiontes. Et donc lorsqu'on a supplémenté en gomme de guaire hydrolysée, on a remarqué une diminution de l'atrophie des villosités intestinales et une augmentation de la DAO intestinale et sérique. Et en même temps, on a encore montré qu'il y avait un effet positif sur le microbiote, augmentation, ça a permis de maintenir en fait les niveaux de bactéries bénéfiques, bifido et lacto, qui étaient diminués par ces régimes liquides sans fibres. Donc on a potentiellement un effet positif, donc cette gomme de guaire hydrolysée, pour augmenter l'activité de la DAO. Et donc, si on arrive à, grâce à cette fibre, à augmenter un petit peu l'activité de la DAO, ça peut aider du coup les personnes à mieux dégrader l'histamine et donc à améliorer certains symptômes de l'intolérance à l'histamine. Donc, symptômes qui peuvent être digestifs, d'ailleurs extra-digestifs, hein. En digestif, pour avoir des crampes, des diarrhées, des douleurs intestinales. En extra-digestif, ces symptômes peuvent toucher à peu près tous les systèmes neuro, le système cardiovasculaire, le système cutané. Voilà, on peut avoir de multiples plaintes lorsqu'on est intolérant à l'histamine. Des fois, c'est plus digestif, des fois, c'est moins digestif et plus extra-digestif. Ça dépend des personnes. Autres effets, la gomme de guaire hydrolysée, donc ici c'est sur la santé de la peau. C'est aussi intéressant voilà, de voir que en donnant de la gomme de guaire hydrolysée, on avait amélioré en fait l'intégrité de la couche cutanée et notamment son hydratation. Donc ça peut avoir un effet positif pour des gens qui ont des problématiques de peau, hein, de manière générale. Et donc du coup, là, pareil, ils ont montré que cet effet positif sur la peau pourrait passer par certains métabolites produits par les bactéries, notamment le butyrate, hein, donc ce fameux acide gras à courte chaîne. Donc, ça pourrait agir voilà, sur l'inflammation, sur la modulation du système immunitaire, et via ces biais-là, améliorer notamment la santé de la peau. Alors là, on va faire, pour finir un peu, un petit zoom sur la santé digestive, puisque c'est la première indication de cette fibre-là, c'est vraiment la santé digestive. Donc il faut savoir que alors c'est une fibre prébiotique et donc quand on parle des fibres prébiotiques, dans l'alimentation, on a souvent, voilà, en complément, on retrouve souvent des FOS, des GOS, donc des fructooligosaccharides et des galactooligosaccharides, hein, de l'inuline aussi également. Et donc le problème de ces, GOS, FOS et de l'inuline, c'est que, c'est des fibres FODMAPs, hein, donc elles peuvent augmenter les troubles digestifs chez les personnes qui ont un syndrome intestin irritable, qui ont un SIBO aussi. C'est d'ailleurs
très souvent le cas lorsqu'on utilise ce genre de fibre chez ces personnes-là, elles ont quasiment systématiquement dans 3/4 des cas, si ce n'est plus, une augmentation des troubles et donc le la problématique qui peut être liée notamment à ces fibres, donc déjà elles cont ce sont des fibres FODMAP, mais en plus elles ont des vitesses de fermentation assez rapides, tout ce qui est, FOS, GOS, inuline et donc ça pourrait provoquer des troubles gastro-intestinaux, hein, flatulences, ballonnements, accélération du transit, donner des diarrhées notamment et en fait la gomme de guar hydrolysée, donc non seulement elle est faible en FODMAP, mais en plus elle a une vitesse de fermentation idéale et ce qui fait en fait qu'elle peut être d'ailleurs aussi bien utilisée en cas de constipation qu'en cas de diarrhée, hein. C'est ce que j'avais déjà dit, mais j'insiste également là-dessus, parce que souvent on la vend avec l'indication constipation, mais elle ne va pas aggraver nécessairement les diarrhées, chez quelqu'un qui en a, au contraire. Ce qui est intéressant aussi dans les études, lorsqu'on compare avec les autres fibres, encore une fois, c'est que la gomme de guar hydrolysée, en fait, la fermentation, par des bactéries de cette gomme de guar hydrolysée, elle produit, des acides gras à chaîne courte de manière, plus importante, de manière significative par rapport à d'autres fibres. Donc en gros, on a tout intérêt à choisir cette gomme de guar hydrolysée parce qu'on améliore, en fait, on a une meilleure production de butyrate lorsqu'on utilise cette fibre. Donc non seulement elle est mieux tolérée, en plus on arrive à produire plus de butyrate en utilisant cette fibre-là plutôt que l'inuline ou d'autres types de fibres. Mhm. Donc du coup, elle a vraiment, voilà, vraiment un intérêt, dans le cadre des problématiques digestives. Et donc si je fais un petit, résumé de tout ce qu'on a parlé, donc on a beaucoup d'études et qui montrent, effectivement l'intérêt de la gomme de guar hydrolysée, en cas de constipation, d'accord? Intérêt également pour augmenter les acides gras courte chaîne. Quand on a un patient qui présente un déficit de production de butyrate, ça peut être intéressant de l'utiliser. Pour moduler le microbiote, hein, chez un patient qui manque de lactobacilles, de bifidobactéries, on peut voir ça via des analyses du microbiote, ça peut être intéressant d'utiliser cette fibre. On a des indications pour réduire les douleurs intestinales également, sur tout ce qui est SIBO, IMO, d'accord? On a des études qui montrent l'intérêt également dans les 2 types de problématiques et également pour l'intolérance à l'histamine. Donc là, on se rend vraiment compte qu'elle a un panel large d'utilisation, elle peut vraiment agir sur différents mécanismes, sur différentes problématiques. Alors, pour les dosages recommandés, donc les dosages couramment utilisés, c'est 5 à 10 grammes par jour, d'accord? Heu, Ça a été montré dans les études que c'est bien toléré jusqu'à 20 grammes. Après, il n'y a pas forcément nécessité d'aller jusqu'à ces doses-là, hein. Tout dépend de ce qu'on recherche. On peut aller à des doses plus élevées, par exemple, chez un diabétique, pour, réduire l'absorption du glucose, on peut, vouloir mettre 5 grammes, par exemple, à chaque repas, donc monter à 15 grammes par jour. Mais sinon, de manière générale, la plupart des effets ont été montrés à des dosages allant entre 5 et 10 grammes par jour. La prise peut aussi bien se faire en dehors des repas que pendant le repas, mais pendant le repas, il y a un peu un intérêt supplémentaire, c'est que ça permet du coup de diminuer l'absorption de glucose, donc d'avoir un effet bénéfique sur la glycémie. Et il y a eu des études qui ont montré que ça a amélioré l'absorption des minéraux, notamment comme le calcium et le magnésium. Donc, à choisir, voilà, il faut mieux la prendre durant les repas. La durée de prise, j'ai mis quelques mois à quelques années, puisque alors quelques mois, ça peut être, voilà, dans le cadre, par exemple, de problématiques digestives, d'IMO par exemple, on veut faire diminuer le méthane, aider, les gens sur la constipation. Le temps de régler la problématique, on peut leur donner pendant quelques mois la gomme de guar hydrolysée. Après quelques années, ça peut être pour des gens qui ont des problématiques cardiovasculaires, syndrome métabolique, diabète, pour voilà, une personne qui est constipée de manière chronique et qui a vraiment un effet positif avec cette gomme de guar hydrolysée. Voilà, il y a des gens qui sont vraiment très bien avec. Voilà, il y a aucun risque à la prendre sur le long terme, hein. Donc Mhm. on peut, voilà, il faut au minimum attendre un mois pour commencer à avoir les on va dire des effets surtout sur les symptômes. On voit qu'il y a des effets sur le microbiote qui apparaissent déjà dès 2 semaines, on va dire environ, mais il faut attendre au moins un mois pour un effet significatif sur les symptômes et dans certains cas jusqu'à 4 mois, par exemple, le cadre, de l'IMO, pour faire diminuer les méthanogènes. On est plus efficace quand on en donne au moins sur 4 mois. Donc c'est voilà, au moins quelques mois et on peut continuer sur du long terme. Il n'y a pas d'accoutumance également, c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'à l'arrêt de l'utilisation,
Voilà, on va pas être, c'est pas comme, des laxatifs, irritants, Mhm. comme le séné ou certaines plantes, hein, qui agissent en irritant l'intestin et on finit par être habitué à plus pouvoir s'en passer, voire devoir augmenter les doses. Là, on n'est pas du tout, il y a aucune accoutumance avec cette gomme de goitre hydrolysée. Elle peut être utilisée à partir de 3 ans, d'accord? Donc vraiment, sur un très jeune âge. Elle est compatible avec l'allaitement, la grossesse, peut être utilisée chez les personnes âgées également. Donc il y a aucune contre-indication particulière, en fait, à l'utilisation de la gomme de goitre hydrolysée. La seule contre-indication qu'il peut avoir, c'est, individuelle, c'est-à-dire, la tolérance du patient. Est-ce que, parce qu'il y a quand même des gens qui peuvent ne pas la tolérer, et dans ce cas-là, ben, on sera amené à ajuster les Mhm. dosages, voire ne plus en donner. Mais voilà, d'une manière générale, c'est vraiment, là, un peu, la fibre par excellence. C'est la fibre qui présente la meilleure tolérance dans les problématiques digestives. Et donc, on finit toujours, hein, par le petit mot de la fin, Mhm. pour essayer de résumer tout ça. Donc la gomme de goitre hydrolysée, si on doit, voilà, doit dire un petit mot là-dessus, c'est vraiment, il faut la retenir comme la fibre diététique par excellence Mhm. pour la santé intestinale. Et c'est vraiment une fibre qui dispose d'une solide validation par la science, vraiment beaucoup d'études, qui montrent un intérêt dans les affections intestinales, que ce soit le syndrome d'intestin irritable d'une manière générale, le SIBO, l'IMO, l'intolérance à l'histamine, par exemple. Eh bien, merci pour toutes ces explications. Alors, tu as répondu à presque toutes mes questions dans ton avant-dernière TIA. Simplement, encore une, puisque le fait que le PAGG va faire augmenter butyrate, pour quelqu'un, on le sait, on a beaucoup de personnes qui prennent du butyrate maintenant, pour quelqu'un qui prend du butyrate, est-ce que du coup, c'est plus intéressant de continuer avec son butyrate ou bien justement, on peut passer au PAGG? De toute façon, le résultat sera identique avec peut-être une plus grande, un plus grand panel de résultats. Alors c'est compliqué de dire que les résultats seraient identiques puisque d'un côté on apporte directement la molécule, le butyrate, et d'un autre côté on apporte une fibre qui est censée augmenter les bactéries productrices Mhm. de butyrate. Mais est-ce que ça se fait obligatoirement chez tout le monde de la même façon? Clairement la réponse est non. Il y a des gens chez qui l'augmentation des bactéries productrices de butyrate va se faire de manière plus ou moins importante. Et en fait, il faut essayer de réfléchir derrière quel est le but. Si moi, parfois, j'aime bien, au départ, quand la personne a un manque de bactéries productrices de butyrate, le Mhm. temps de l'aider à refaire son microbiote, que les bactéries augmentent à nouveau, qu'elles se remettent à produire du butyrate, il va se passer un certain temps. Donc des fois, pendant 1 ou 2 mois, apporter du butyrate, par exemple, hem, en gélule directement, de butyrate de Mhm. sodium, du butyrate de magnésium, et cetera. Donc on commence par apporter du butyrate, on donne la gomme de guar hydrolysée et par exemple, au bout de 2 mois, on peut stopper l'abord de butyrate et continuer que sur la gomme de Mhm. guar, puisqu'on pourra considérer qu'on a refait le microbiote et que les bactéries qui étaient en manque, sont revenues à un niveau, on va dire, normal et de nouveau, ça va produire du butyrate. Bon, après, il faudrait s'assurer par des analyses, notamment du microbiote. Est-ce que vraiment elles auront réaugmenté après quelques mois de supplémentation? Mhm. Après, il y a aucune contre-indication à utiliser les 2, puisque notamment, on va prendre le cas d'une Mickey, maladie chronique inflammatoire intestinale, où il peut avoir, des besoins accrus en, anti-inflammatoires naturels, qui est le butyrate. Du coup, il peut quand même avoir un intérêt de garder une supplémentation en butyrate minimale, peut-être baisser la dose et d'apporter à côté la gomme de guar hydrolysée. Puisque le butyrate, lui, c'est directement, comme je dis, la molécule et la gomme de guar hydrolysée va moduler d'une manière générale le Mhm. microbiote. Donc on a un effet qui peut être additionnel. Donc les 2 sont Mhm. compatibles ensemble et après on peut, en fonction des patients, adopter différentes stratégies. D'abord le butyrate, on met la gomme de guar hydrolysée et puis quand les bactéries sont remontées, on arrête le butyrate et on peut conserver la Mhm. gomme de guar. On peut mettre les 2 ensemble. Voilà, c'est vraiment à l'appréciation du patient et puis des fois, bah, il y a des gens aussi qui peuvent ne pas, tolérer le butyrate, ça arrive. Enfin, globalement, il est bien toléré, mais il y a des gens qui peuvent sentir de manière un peu, contre-intuitive, parce que le butyrate aide quand même sur la constipation, Mhm. généralement, puisqu'il augmente les contractions, coliques, mais il y a des gens qui peuvent se sentir constipés sous butyrate. Bon, ben si ça arrive et qu'on ne peut pas donner du butyrate et que ça aggrave la constipation de la personne, ben on peut se dire: «Bah, tiens, j'ai la PAGG, c'est peut-être pas du butyrate en soi, mais je vais augmenter les bactéries productrices». Donc, ouais, on peut vraiment jouer sur différentes stratégies. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les vidéos avec Christian sur la chaîne YouTube Nutrilogix dans la playlist plus spécifique de Science Saturne. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine. À très bientôt. Merci Christian. À bientôt. À bientôt. Salut Cédric.